Avril 1995, Turin, Italie. Madame Anna Bellini, 68 ans, était assise à la table de sa cuisine dans son petit appartement en périphérie de la ville et regardait une enveloppe que le facteur venait d'apporter. L'expéditeur ? Commissariat général italien à la mémoire des morts de la guerre, Rome. Anna ouvrit lentement l'enveloppe de ses mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre, imprimée sur un papier à en-tête officielle. Chère Madame Bellini, nous vous informons que dans le cadre d'un projet visant à identifier les militaires italiens morts en Allemagne entre 1943 et 1945, nous avons découvert la tombe de votre grand-père, le caporal Carlo Bellini, né en 1921. Il est enterré au cimetière militaire d'Amberg, en Bavière, Allemagne. Section 3, rangée 17, tombe numéro 212. Selon les documents d'archives, le caporal Bellini est décédé le 23 janvier 1944 dans un camp de travail près d'une mine de charbon. Cause du décès, tuberculose pulmonaire et épuisement. Vous trouverez ci-joint une photographie de la tombe et un plan du cimetière. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une demande de rapatriement des restes en Italie. Anna ne put finir sa lecture. Les larmes brouillaient sa vue. Elle serra la lettre dans sa main et éclata en sanglots. 51 ans. 51 ans que sa famille ignorait où était enterré son grand-père Carlo. 51 ans qu'il le croyait porté disparu. 51 ans que sa grand-mère, Maria, priait, sans savoir si son mari était vivant ou mort, ni où il se trouvait. La grand-mère était décédée en 1978, sans jamais connaître la vérité. Et pendant tout ce temps, son grand-père reposait dans une tombe en Allemagne, avec son nom sur une croix. Mais la famille l'ignorait. Anna appela sa mère, Giulietta Bellini, 80 ans, la fille de ce même Carlo disparu en 1943, alors que Giulietta n'avait que 8 ans. Giulietta répondit d'une voix faible. « Allô ?» Anna ne pouvait pas parler. Elle pleurait simplement dans le combiné. « Anna, que se passe-t-il » s'inquiéta sa mère. Anna se ressaisit. « Maman, ils l'ont retrouvé. Ils ont retrouvé grand-père. Il est en Allemagne. Il est enterré dans un cimetière en Bavière. Il a une tombe. Il a une croix avec son nom. Il n'a pas disparu. Il est là. » Silence à l'autre bout du fil. Puis un léger sanglot. Puis des pleurs. Giulietta pleurait si fort qu'Anna eut peur. Sa mère avait des problèmes cardiaques. « Maman, calme-toi, s'il te plaît », la supplia Anna. Mais Giulietta ne pouvait s'arrêter. 72 ans. 72 ans qu'elle attendait. Elle était une petite fille quand les Allemands avaient emmené son père. Elle se souvenait de sa dernière étreinte, de ses mots. « Sois sage, papa reviendra bientôt. » Il n'était jamais revenu. Elle avait attendu toute sa vie. Et maintenant, à 80 ans, alors qu'elle s'était résignée à ne jamais savoir, une lettre était arrivée. La tombe avait été retrouvée. Une semaine plus tard, Anna, sa mère Giulietta et son frère Marco se rendirent en Allemagne. Ils prirent le train. Un long voyage à travers les Alpes, via Munich, puis un bus jusqu'à la petite ville bavaroise d'Amberg. Ils trouvèrent le cimetière militaire en périphérie. Le cimetière était bien entretenu, une pelouse verte, des rangées de croix bien alignées, des fleurs. La section italienne se trouvait dans un coin reculé. Section 3. Rangée 17. Ils marchèrent le long des rangées, lisant les noms sur les croix. Des noms italiens. Des centaines de noms italiens. Des centaines de soldats enterrés ici, loin de chez eux. Ils trouvèrent la croix numéro 212. Une croix en bois, noircie par le temps. Dessus, une plaque. Caporale Carlo Bellini, nato 1921, morto 23 gennaio 1944. Caporal Carlo Bellini, né en 1921, mort le 23 janvier 1944. Giulietta tomba à genoux devant la croix. Elle posa la main sur la terre. « Papa, » murmura-t-elle, « je t'ai retrouvé. Je t'ai enfin retrouvé. » Elle pleurait, et Anna et Marco se tenaient à côté, enlacés, pleurant eux aussi. Ils restèrent 1 heure près de la tombe. Giulietta raconta à son père tout ce qui s'était passé en 72 ans. Comment elle avait grandi, comment elle s'était mariée, comment elle avait eu 3 enfants. Comment elle avait enterré sa mère qui n'avait jamais connu la vérité. Comment elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Pardonne-nous, papa, » disait-elle. « Pardonne-nous de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Nous ne savions pas. Personne ne nous l'a dit. L'État s'est tu. L'Allemagne s'est tue. Nous te pensions disparu. Mais tu n'as pas disparu. Tu es là. Et maintenant je sais. » Ils déposèrent des fleurs. Anna photographia la tombe. Elle voulait montrer la photo à ses enfants, à ses petits-enfants, pour qu'ils sachent où était enterré leur arrière-arrière-grand-père, pour que l'histoire ne soit pas oubliée. Marco se tenait en silence, les poings serrés. Il était en colère.
En colère contre l'État qui avait caché la vérité pendant 50 ans. En colère contre l'Allemagne qui avait enterré des Italiens sans documents, sans avertir les familles. En colère contre le monde entier qui avait oublié ses hommes. En quittant le cimetière, Anna se retourna. Des centaines de croix, des centaines de noms italiens. Combien d'entre eux n'avaient toujours pas été retrouvés par leurs familles? Combien de familles italiennes ignoraient encore où étaient enterrés leurs grands-pères, leurs pères, leurs frères? Anna se le jura. Elle le découvrirait. Elle trouverait des réponses. Elle ne laisserait pas cette histoire sombrer dans l'oubli. Mais elle ignorait qu'au même moment, en Italie, un homme avait déjà commencé ce travail. Il s'appelait Roberto Zamboni, et son projet allait changer le destin de milliers de familles italiennes. 1994, Vérone, Italie. Roberto Zamboni, un ingénieur de 37 ans qui travaillait chez Olivetti, était assis dans le salon de ses parents et parlait avec sa mère. La conversation était difficile. Sa mère lui racontait une histoire sur laquelle la famille avait gardé le silence pendant 50 ans. L'histoire de Luciano Giovanni Zamboni, le frère du père de Roberto, un oncle dont Roberto avait appris l'existence dans son enfance mais dont personne n'avait jamais donné de détails. Luciano était le frère cadet de ton père, disait sa mère lentement, avec des pauses. Il avait 22 ans en 1944. Il vivait ici, à Vérone. Il était menuisier. Un bon garçon, gentil, souriant. Tout le monde l'aimait. Mais il était antifasciste, en secret. Il aidait les partisans. Il transmettait des informations, cachait des tracts. Le 16 décembre 1944, il a été arrêté par les Brigades Noires, la milice fasciste de Mussolini. Quelqu'un l'a dénoncé. Ils l'ont emmené. Le 12 janvier 1945, les SS l'ont déporté en Allemagne, au camp de concentration de Flossenbürg. Nous avons reçu une seule lettre de lui, en février. Il écrivait qu'il était en vie, qu'il tenait bon. Plus de lettres après ça. Après la guerre, nous avons attendu qu'il revienne, mais il n'est jamais revenu. Nous avons écrit à la Croix-Rouge, au gouvernement. On nous répondait aucune information. Nous pensions qu'il était mort. Mais où? Comment? Personne ne le savait. Sa mère se tut. Roberto voyait à quel point c'était dur pour elle. Elle aimait Luciano. Il était son beau-frère, presque un frère. Et sa disparition était une blessure qui ne s'était jamais refermée en 50 ans. Et puis, en 1964, ton grand-père, le père de ton père, a écrit une lettre au service international de recherche à Harolsen, en Allemagne. C'est une organisation qui conserve les archives de toutes les victimes du nazisme. 6 mois plus tard, une réponse est arrivée. Il y était écrit « Luciano Giovanni Zamboni, prisonnier numéro 21872 est décédé le 4 mai 1945 au camp de concentration de Flossenbürg. Cause du décès, épuisement et tuberculose. Le 4 mai, le camp avait été libéré par les Américains le 23 avril. Luciano est mort 11 jours après la libération. Il a survécu jusqu'à la fin de la guerre, mais n'a pas survécu à ses séquelles. Son corps n'a pas tenu. Roberto écoutait, et une rage monta en lui. Son oncle était mort en 1945. La famille ne l'avait appris qu'en 1964, 19 ans plus tard. 19 ans d'incertitude. Pourquoi? Pourquoi l'État n'avait-il pas prévenu la famille? Pourquoi l'Allemagne n'avait-elle pas transmis l'information? Pourquoi tout cela avait-il été gardé secret? Où est-il enterré? Demanda Roberto. Sa mère secoua la tête. Nous ne savons pas. Ce n'était pas indiqué dans la lettre d'Harolsen. Nous avons essayé de savoir. Nous avons écrit aux autorités allemandes. On nous a répondu que l'information n'était pas disponible. Nous n'avons jamais su où se trouvait sa tombe. Ton grand-père est mort sans savoir où son fils était enterré. Ta grand-mère est morte sans le savoir. C'est terrible, Roberto. Nous ne pouvons même pas nous recueillir sur sa tombe, y déposer des fleurs, prier. Nous ne savons pas où il est. Ce soir-là, Roberto prit une décision. Il retrouverait la tombe de son oncle, à n'importe quel prix. Il n'était ni ingénieur, ni historien, ni enquêteur, mais il la trouverait. Car si sa famille souffrait de cette incertitude, des milliers d'autres familles italiennes souffraient de la même manière, et quelqu'un devait y remédier. Roberto commença par les archives. Il se rendit à Rome, au ministère de la Défense italien. Il demanda l'accès aux documents sur les militaires et civils italiens morts en Allemagne. On le lui refusa. Ces documents sont classifiés, accès réservé aux fonctionnaires de l'État. Roberto n'abandonna pas. Il écrivit une lettre au ministre de la Défense, expliquant sa situation. Pas de réponse. Il écrivit de nouveau.
Silence encore. Il comprit. L'État n'était pas intéressé à l'aider. Alors, Roberto s'adressa directement à Harolsen, au service international de recherche. Il écrivit une lettre en anglais, il avait appris la langue spécialement pour cela. Il expliqua qu'il cherchait la tombe de son oncle et demanda de l'aide. 3 mois plus tard, une réponse arriva. Un archiviste allemand nommé Hans Müller lui envoya des copies de documents. Parmi eux, une liste des prisonniers de Flossenbürg morts en avril-mai 1945. Le nom de Luciano était sur la liste. Mais aucune information sur l'inhumation. Seulement une note. Décédé le 4 mai, corps incinéré. Incinéré, donc pas de tombe. Roberto était anéanti. Mais Müller avait écrit dans sa lettre « Cependant, après la guerre, le gouvernement italien a organisé la collecte des restes des citoyens italiens morts en Allemagne et leur réinhumation dans des cimetières militaires spéciaux. Il est possible que les cendres de votre oncle aient été transférées dans l'un de ces cimetières. Je vous recommande de contacter le commissariat général italien à la mémoire des morts de la guerre. » Roberto retourna à Rome. Le commissariat général se trouvait dans un vieil immeuble en périphérie de la ville. Roberto s'y présenta sans rendez-vous. La secrétaire lui dit « Désolé, mais sans demande officielle, nous ne pouvons fournir aucune information. » Roberto la supplia. « S'il vous plaît, c'est mon oncle. Cela fait 50 ans que ma famille ne sait pas où il est enterré. S'il vous plaît. » La secrétaire soupira. « Attendez. » 1 heure plus tard, elle revint avec un dossier. Luciano Giovanni Zamboni, décédé le 4 mai 1945, camp de concentration de Flossenbürg. Cendres transférées en 1952 au cimetière militaire italien de Hambourg, section 6, rangée 14, urne numéro 83. Roberto regardait le papier. Il l'avait retrouvé. Il l'avait enfin retrouvé. Après 50 ans d'incertitude. 1 mois plus tard, Roberto et ses parents se rendirent à Hambourg. Le cimetière militaire italien se trouvait en périphérie de la ville, sur une colline surplombant l'Elbe. Un endroit magnifique et paisible. Des centaines de croix et d'urnes. Ils trouvèrent la section 6, rangée 14. L'urne numéro 83. Une petite plaque de marbre avec un nom. Luciano Giovanni Zamboni, 1922-1945. La mère de Roberto tomba à genoux et pleura. Son père se tenait en silence, les poings serrés. Roberto regardait la plaque et pensait « 50 ans. 50 ans que la famille ignorait. Et l'information existait. Elle était dans les archives du commissariat. Simplement, personne n'avait pris la peine d'avertir la famille. Ce jour-là, Roberto prit une décision. Si sa famille avait souffert 50 ans d'ignorance, des milliers d'autres familles souffraient de la même manière. Il créerait un projet. Il retrouverait toutes les tombes des Italiens morts en Allemagne. Il créerait une base de données. Il la publierait pour que n'importe quelle famille puisse retrouver son parent disparu. Il appellerait le projet « Dimenticati di Stato », les oubliés de l'État. Car l'État les avait oubliés. Mais Roberto, lui, n'oublierait pas. 1996, Vérone. Roberto Zamboni transforma une pièce de son appartement en bureau. La table était couverte de dossiers, de cartes, de listes. Les murs étaient tapissés de photos de cimetières, de tombes, de documents. L'ordinateur, un vieil Olivetti sur lequel Roberto le soir saisissait des données dans un tableau Excel. Le jour, il travaillait comme ingénieur à l'usine. Le soir et le week-end, il cherchait les morts. Le projet commença simplement. Roberto demanda au commissariat général la liste complète des Italiens enterrés dans les cimetières militaires en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Le commissariat répondit « La liste contient 16 079 noms. Le document est confidentiel, accès restreint. » Roberto écrivit une lettre officielle demandant l'accès à des fins de recherche. Refus. Roberto n'abandonna pas. Il trouva les contacts de journalistes qui écrivaient sur la Seconde Guerre mondiale. L'un d'eux, Gianluca Rossi du journal Corriere della Sera, s'intéressa au projet. Rossi écrivit un article. 16 000 Italiens sont enterrés en Allemagne. Leurs familles l'ignorent. L'article eut un grand retentissement. Des dizaines de familles écrivirent à la rédaction. Mon grand-père a disparu en 1944. Aidez-nous à le retrouver. Sous la pression de l'opinion publique, le commissariat général accepta de donner à Roberto l'accès aux listes. Mais à une condition. L'information ne peut être publiée sans l'autorisation du ministère de la Défense. Roberto reçut les listes. 6 gros dossiers imprimés. 16 079 noms. Chaque nom, une personne. Un Italien mort en captivité en Allemagne. Soldat,
prisonniers de guerre, internés, déportés, partisans. Roberto commença à lire. Nom, date de naissance, date de décès, lieu du décès, lieu d'inhumation. Certaines fiches étaient complètes, d'autres pleines de trous. Lieu d'inhumation, inconnu, date de décès, présumé, le chaos. Roberto comprit qu'il fallait systématiser. Il commença à transférer les données dans un tableur. Chaque nom, une ligne. Les colonnes, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, date de décès, lieu du décès, cimetière, section, rangée, numéro de tombe. Le travail était monotone, épuisant. Soir après soir, Roberto était assis devant son ordinateur et tapait. 16 000 lignes. Cela lui prit 1 an. Mais les données étaient incomplètes. Le commissariat général n'avait fourni que les listes de ceux enterrés dans les 6 cimetières militaires italiens officiels en Allemagne et en Autriche. Et ceux enterrés dans les cimetières municipaux? Dans les cimetières près des camps? Dans des fosses communes anonymes? Ils étaient des milliers, et il n'y avait aucune information sur eux. Roberto décida d'agir autrement. Il se mit à écrire des lettres aux mairies des villes allemandes où se trouvaient des camps de prisonniers et des camps de concentration, aux paroisses, aux archives. Les lettres étaient toutes les mêmes. Je suis un chercheur italien. Je recherche des informations sur des citoyens italiens décédés dans votre ville entre 1943 et 1945. Si vous disposez de telles informations, cimetières, listes, documents, s'il vous plaît, aidez-moi. Les réponses arrivaient lentement. Beaucoup de mairies ignoraient ces demandes, mais certaines répondaient. Le maire de la petite ville bavaroise d'Amberg lui envoya une liste. Dans notre cimetière municipal sont enterrés 212 prisonniers de guerre italiens, décédés dans le camp de travail de la mine de charbon en 1944. 212 noms qui ne figuraient pas sur les listes officielles du commissariat. Roberto les ajouta à sa base. Un prêtre d'Essen envoya des photos. Dans le cimetière de notre paroisse, il y a une section avec des tombes italiennes, environ 150. Voici des photos des croix. Roberto étudia les photos, nota les noms, les ajouta à la base. Un archiviste de Dresde envoya des documents. Pendant la guerre, il y avait plusieurs camps d'internés italiens dans notre ville. Voici les listes des morts, établies par les autorités allemandes en 1944-1945. 318 noms, dans la base. Le travail grossissait comme une boule de neige. Chaque nouveau nom, chaque nouvelle tombe. Roberto comprit. Les 16 079 n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, le nombre d'Italiens enterrés en Allemagne, en Autriche et en Pologne était bien plus élevé. 30 000, 40, 50, personne ne le sait avec certitude. Car les Allemands ne tenaient pas de registre complet. Les Italiens étaient enterrés n'importe où, dans les cimetières municipaux, près des camps, dans des fosses communes, dans les forêts. Beaucoup sans documents, sans croix, sans nom. En 1998, la base de données de Roberto contenait 18 412 noms. Il avait vérifié chaque nom, l'avait recoupé avec plusieurs sources, précisé les lieux d'inhumation. Il fallait maintenant passer à l'étape suivante, publier la base pour que les familles puissent chercher leurs proches. Mais comment? Imprimer un livre? Trop cher, et peu de gens l'achèteraient. Publier dans les journaux? 18 000 noms ne tiendraient pas. Roberto réfléchit pendant des mois. Et puis, Internet est arrivé. 1999. Internet commençait à se répandre en Italie. Roberto comprit, c'était la solution. Il créerait un site, gratuit, ouvert à tous. Une base de données avec un moteur de recherche. N'importe quelle famille pourrait s'y rendre, taper le nom d'un parent et savoir où il était enterré. Roberto n'était pas programmeur, mais il apprit. Il acheta un livre HTML pour les nuls, étudia les bases de la conception web. En 3 mois, il créa un site simple. Le nom, Dimenticati di Stato, les oubliés de l'État. Sur la page d'accueil, un formulaire de recherche. L'utilisateur entre un nom et un prénom. Le site cherche dans la base. Si le nom est trouvé, il affiche les informations. Cimetière, section, rangée, numéro de tombe, date de décès. S'il y a une photo de la tombe, il l'affiche. Mars 2000. Roberto mit le site en ligne. Il envoya des lettres aux journaux italiens, à la télévision, aux associations d'anciens combattants. Création des premières archives en ligne des Italiens morts en Allemagne. 18 412 noms, accès gratuit. Quelques journaux publièrent de brèves notes. La chaîne de télévision Rai 3 fit un court reportage. Et ce fut le début. Le premier jour, 43 visites sur le site. Le deuxième, 120.
Une semaine plus tard, 2000. Un mois plus tard, 15 000. Roberto recevait des dizaines de lettres chaque jour. « Merci, nous avons retrouvé notre grand-père. Nous cherchions depuis 50 ans. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie. Grâce à vous, nous connaissons enfin la vérité. » Mais il y avait d'autres lettres. « Je cherchais mon oncle. Il n'est pas dans votre base. Aidez-moi à le retrouver. » Roberto répondait à chaque lettre. Il demandait des informations supplémentaires. Nom complet, date de naissance, dernier lieu de service connu. Puis il cherchait dans les archives. Parfois il trouvait, parfois non. Mais il essayait toujours. Le projet Dimenticati di Stato devint l'œuvre de la vie de Roberto. Il quitta son travail à l'usine. Il vécut de ses économies et de dons. Il se consacra à un seul but. Retrouver chaque Italien enterré en Allemagne. Leur donner un nom. Restaurer leur mémoire. Aider les familles à refermer cette blessure. Juillet 2001, Bavière, Allemagne. Roberto Zamboni conduisait une Volkswagen de location sur les petites routes bavaroises. À côté de lui, un carnet avec des adresses de cimetières, un appareil photo Canon, une carte de l'Allemagne. En 2 jours, il avait visité 6 cimetières. Il photographiait chaque croix portant un nom italien, notait les coordonnées, l'état de la tombe, la présence ou l'absence de fleurs. Beaucoup de tombes étaient à l'abandon, les croix penchées, l'herbe haute, les plaques noircies. Personne n'était venu depuis 70 ans. Au cimetière d'Amberg, Roberto rencontra un retraité allemand, Karl Schmidt, qui entretenait les tombes. « Je viens chaque semaine, disait Karl. Jetons l'herbe, je redresse les croix. Ces hommes sont morts loin de chez eux. Quelqu'un doit se souvenir d'eux. » Roberto demanda « Des familles italiennes viennent-elles ici ?» Karl secoua la tête. « En 20 ans que je m'en occupe, j'ai vu 3 Italiens. 3 en 20 ans. Les familles ne savent pas que leurs proches sont ici. » Roberto photographiait chaque tombe. 212 croix italiennes à Amberg. Il passa toute la journée au cimetière. Le soir, il avait 212 photos. Il les mettrait en ligne sur le site. Désormais, n'importe quelle famille italienne pourrait voir la tombe de son parent, même sans pouvoir se rendre en Allemagne. Arrêt suivant, Essen. Le cimetière de l'ancien camp, près de l'usine Krupp. 137 tombes italiennes. C'est ici que les Italiens travaillaient dans les usines d'armement, mouraient d'épuisement, de bombardements, de maladies. Roberto photographiait. Chaque nom, chaque date. Beaucoup étaient morts en 1944, l'année la plus terrible pour les internés. À Dresde, Roberto trouva une fosse commune, une grande plaque avec une inscription « Ici reposent 318 citoyens italiens décédés entre 1943 et 1945. » 318. Sans nom. Une sépulture de masse. Roberto se tenait devant la plaque et se demandait comment savoir qui est enterré ici exactement. Il se rendit aux archives de la ville. L'archiviste lui montra des listes. 318 noms d'Italiens enterrés dans la fosse commune. Roberto recopia chaque nom. Il les ajouta à la base de données avec la mention « Fosse commune, inhumation individuelle inexistante ». En 2 semaines de voyage, Roberto visita 23 cimetières dans 6 länders allemands. Il photographia 1273 tombes. Il trouva 15 fosses communes totalisant 2906 noms. Il ajouta tout cela au site. La base de données s'étoffait. 21 000 noms. Mais il restait encore beaucoup de travail. Octobre 2002, Naples. Madame Maria Rossi, 74 ans, était assise devant un ordinateur à la bibliothèque. Elle n'avait pas internet chez elle. Son petit-fils lui avait montré comment chercher sur le site Dimenticati di Stato. Maria tapa lentement Giuseppe Rossi. Elle cliqua sur « Rechercher », son cœur battait la chamade. L'écran se chargea. Résultat, une correspondance trouvée. Giuseppe Rossi, né en 1919, décédé le 17 février 1944, Mauthausen, Autriche. Inhumé, cimetière militaire de Hambourg, Allemagne, section 6, rangée 21, urne numéro 147. Maria se couvrit le visage de ses mains et pleura. Son petit-fils la serra dans ses bras. « Nonna, on l'a retrouvée. » 52 ans. 52 ans que Maria ignorait où son père était enterré. Elle avait 22 ans quand les Allemands l'avaient emmenée de Naples en 1943. Sa mère avait attendu jusqu'à sa mort en 1975, attendu qu'il revienne, mais il n'était jamais revenu. Et personne n'avait dit à la famille ce qui lui était arrivé. Maria écrivit une lettre à Roberto Zamboni. « Monsieur Zamboni, vous n'imaginez pas ce que vous avez fait pour nous. Pendant 52 ans, nous ne savions pas. Ma mère est morte sans le savoir. Je pensais mourir sans le savoir. Mais vous l'avez retrouvée. Merci.
Merci à vous et à votre projet. Nous irons à Hambourg. Nous verrons sa tombe. Nous pourrons enfin lui dire adieu. Un mois plus tard, Maria, son fils Antonio et son petit-fils Paolo se rendirent à Hambourg. Ils louèrent une voiture, trouvèrent le cimetière. Section 6, rangée 21, urne 147. Une petite plaque de marbre, Giuseppe Rossi, 1919-1944. Maria tomba à genoux. Papa, c'est moi. Ta Maria. J'ai 74 ans. Je suis une vieille femme, mais je t'ai retrouvée. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps. Nous ne savions pas. Personne ne nous l'a dit. Elle pleurait, et son fils et son petit-fils se tenaient à côté d'elle en silence. Ils déposèrent des fleurs. Antonio dit « Grand-père, je suis ton fils. Tu ne m'as jamais vu, je suis né 1 an après ton départ. Mais maman m'a parlé de toi. Tu étais bon, tu aimais chanter. Tu rêvais d'ouvrir un atelier. Les Allemands t'ont pris ta vie, mais nous nous souvenons de toi. » Le petit-fils, Paolo, posa une photo sur la plaque. Une vieille photo en noir et blanc de Giuseppe en uniforme militaire, prise en 1942. Arrière-grand-père, voici ta photo. Maintenant, elle sera ici, avec toi. En partant, Maria se retourna. « Je reviendrai, murmura-t-elle. Je te le promets, je reviendrai. » Et elle tint sa promesse. Chaque année, jusqu'à sa mort en 2012, Maria se rendit à Hambourg. Chaque année, le jour de la mort de son père, le 17 février. Elle apportait des fleurs, s'asseyait près de la plaque, lui parlait, lui racontait sa vie, ses enfants, ses petits-enfants. Elle ne le sentait plus comme disparu. Elle savait où il était. Et cela lui apporta la paix. 1951, Rome. Le Parlement italien adopta la loi numéro 243 sur l'interdiction du rapatriement des restes des citoyens italiens morts à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. La loi était laconique. Les restes des militaires et civils italiens décédés sur le territoire d'autres États entre 1939 et 1945 ne peuvent être rapatriés en Italie. L'inhumation s'effectue sur le territoire du pays du décès. La raison de cette loi était simple, l'économie. L'Italie était détruite par la guerre, l'économie en ruine. Le rapatriement de centaines de milliers de corps aurait coûté des sommes astronomiques. L'État ne pouvait pas se le permettre. On adopta donc la loi. Les morts restent là où ils sont morts. Mais cette loi eut une conséquence terrible. Les familles ne pouvaient pas ramener les corps de leurs proches, même si elles le voulaient et pouvaient en payer les frais. La loi l'interdisait. Plusieurs familles tentèrent de contester la loi en justice. Elles perdirent. La loi resta en vigueur pendant 48 ans. En 1999, Roberto Zamboni et l'association ANEI lancèrent une campagne pour l'abrogation de la loi. « Cette loi est inhumaine », écrivit Roberto dans une lettre ouverte au Parlement. Les familles ont le droit d'enterrer leurs proches chez eux, en Italie, aux côtés d'autres membres de la famille. L'État ne devrait pas l'interdire. La campagne prit de l'ampleur. Les journaux publièrent des articles. La télévision diffusa des reportages. Les députés reçurent des milliers de lettres de citoyens. Juillet 2002, le Parlement vota l'abrogation de la loi de 1951. Désormais, les familles pouvaient rapatrier les restes. Mais à leurs frais. L'État ne remboursait pas les dépenses. Le rapatriement d'un corps coûtait entre 5 et 10 000 euros. Cercueil, transport, formalités douanières, réinhumation. Pour de nombreuses familles, c'était impossible. Mais certaines se décidèrent. La famille Martini de Florence rapatria les restes de leur grand-père de Berlin. La famille Bellini de Turin, leur grand-père d'Amberg. La famille Greco de Milan, leur oncle de Dresde. En 10 ans, de 2002 à 2012, les restes de 273 Italiens furent rapatriés. 273 sur 45 000. Les autres restèrent en terre allemande. 2007, Harolsen, Allemagne. Le service international de recherche, les plus grandes archives au monde sur les victimes du nazisme, 30 millions de documents. Nom, date, lieu. Des informations sur chaque personne passée par les camps de concentration, les camps de prisonniers, les camps de travail. Jusqu'en 2007, les archives étaient fermées, accès uniquement sur demande officielle. Les familles écrivaient des lettres, attendaient des mois une réponse. Mais en 2007, les archives entamèrent un processus de numérisation. Les 30 millions de documents furent scannés et téléchargés dans une base de données en ligne. Le projet dura 5 ans. En 2012, la base devint accessible au public. N'importe qui pouvait se rendre sur le site, entrer un nom et trouver des informations. Roberto Zamboni en profita immédiatement. Il téléchargea tous les documents concernant les Italiens. Environ 80 000 fichiers.
Il passa 1 an à traiter les données, à les comparer avec sa propre base, à ajouter de nouveaux noms. En 2013, sa base contenait 24 367 noms. Mais les archives d'Arolsen fournirent une autre information cruciale, les causes de décès. Auparavant, la base de Roberto indiquait seulement « décédé le date ». Maintenant, des détails apparaissaient. Mort de tuberculose, mort d'épuisement, fusillé lors d'une tentative d'évasion, tué lors d'un bombardement, mort dans la chambre à gaz. Cette information était importante pour les familles. Elles voulaient savoir non seulement où, mais aussi comment leurs parents étaient morts. Mais toutes les informations n'étaient pas à Arolsen. De nombreux documents avaient été perdus, détruits ou n'avaient jamais été créés. Surtout pour les internés italiens. Les Allemands ne tenaient souvent pas de registre, enterrés sans documents. Le travail continuait donc. Roberto continuait à parcourir l'Allemagne, à chercher des cimetières, à photographier des tombes, à ajouter des données. Avril 2010, Pologne. Roberto Zamboni se tenait devant une immense fosse commune en périphérie de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz. Une grande plaque de béton avec une inscription en 4 langues. Ici reposent les victimes de la terreur nazie, 1943-1945. Sans nom, sans nationalité, juste les victimes. Combien d'Italiens ici ? Roberto ne le savait pas. Les archives d'Auschwitz sont incomplètes. De nombreux documents ont été brûlés par les SS avant leur retraite. Selon des estimations approximatives, environ 7000 Italiens sont passés par Auschwitz. La plupart étaient des Juifs déportés d'Italie. Mais il y avait aussi des prisonniers politiques, des partisans, des prisonniers de guerre. Combien sont morts ? On l'ignore. 1000 2 3 Roberto comprit. Ces personnes étaient perdues à jamais. Il était impossible de les identifier. Pas de documents, pas de tombes, juste une fosse commune anonyme. Leur famille ne saurait jamais où ils étaient enterrés. Car ils n'étaient pas enterrés. Ils avaient simplement été brûlés dans les crématoriums et leurs cendres dispersées. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci. Roberto a trouvé 23 fosses communes contenant des Italiens. En Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie. Le nombre total de personnes inhumées est d'environ 8000. Pour ces 8000 familles, il n'y aura jamais de réponse. Jamais de tombe où se recueillir. Seulement un monument avec une inscription gémérique. Ici reposent les victimes. Roberto a photographié chaque fosse commune. Il les a ajoutées au site. Il a écrit à côté « Attention, il s'agit d'une fosse commune. Les sépultures individuelles n'ont pas été conservées. Si votre parent est répertorié comme étant enterré ici, cela signifie que ses restes se trouvent dans cette fosse commune avec ceux d'autres victimes. Il est possible de visiter le lieu, mais il n'y a pas de tombe spécifique. Les familles lui écrivaient « Cela signifie que nous ne le retrouverons jamais ?» Roberto répondait honnêtement « Oui, malheureusement oui. Mais vous connaissez l'endroit. Vous pouvez venir, déposer des fleurs, prier. C'est mieux que de ne rien savoir. » 2015, Florence. Paolo Martini, 42 ans, ingénieur en biotechnologie, était assis dans son laboratoire et étudiait les résultats d'une analyse ADN. Son arrière-grand-père, Luca Martini, avait disparu en Allemagne en 1944. La famille savait, grâce aux archives, qu'il était mort dans un camp de travail en Saxe et enterré dans une fosse commune. Mais il y avait 243 personnes dans cette fosse. Lequel d'entre eux était Luca ? Impossible de le savoir. Paolo proposa une idée, l'exhumation et le test ADN. Les technologies modernes permettent d'identifier des restes même après 70 ans. Il fallait seulement obtenir l'autorisation des autorités allemandes. L'obtention de l'autorisation prit 1 an. La bureaucratie allemande est lente, prudente. Mais finalement, ils l'accordèrent. L'exhumation fut menée sous la supervision d'archéologues et de médecins légistes. Les restes des 243 personnes furent exhumés. Des échantillons d'ADN furent prélevés. Paolo fournit son propre ADN pour la comparaison. L'analyse dura 3 mois. Le résultat, une correspondance. Les restes numéro 112 appartenaient à Luca Martini, l'arrière-grand-père de Paolo. La famille obtint l'autorisation de rapatriement. Les restes de Luca furent ramenés à Florence. Ils furent enterrés dans la concession familiale du cimetière de Trespiano. 71 ans après sa mort, Luca Martini était rentré chez lui. 40 parents se réunirent pour les funérailles. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants.
Paolo prononça un discours. Arrière-grand-père Luca, tu es mort en terre étrangère, dans un camp, comme un esclave. Tu as été enterré dans une fosse commune, anonyme. Pendant 7 décennies, tu as reposé là, oublié. Mais nous ne t'avons pas oublié. Nous avons cherché, et nous t'avons retrouvé. Maintenant, tu es à la maison. Maintenant, tu es avec nous. Repose en paix. C'était le premier cas d'identification d'un Italien dans une fosse commune grâce à l'ADN. Roberto Zamboni en parla sur son site. L'article suscita l'intérêt. Des dizaines de familles écrivirent « Pouvons-nous faire de même ?» Roberto répondait « En théorie, oui, mais c'est cher, complexe et nécessite l'autorisation des autorités. Tout le monde n'y parviendra pas. » Mais un précédent avait été créé. La technologie existait. Désormais, même ceux enterrés dans des fosses communes pouvaient être retrouvés. 2008, Berlin. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, fit une déclaration officielle. L'Allemagne reconnaît les souffrances des internés militaires italiens qui ont été soumis au travail forcé entre 1943 et 1945. Nous regrettons profondément les crimes commis par le régime nazi. Nous honorons la mémoire des victimes. Des excuses, officielles, publiques. Les premières en 63 ans. La communauté italienne des anciens combattants et leurs familles accueillirent cette déclaration avec un optimisme prudent. C'est un pas important, déclara le président de la NEI. Mais les excuses ne suffisent pas. Il faut des indemnisations. L'Allemagne refusa. Position officielle, toutes les questions d'indemnisation ont été réglées par des accords interétatiques dans les années 1950 et 1960. L'Allemagne a versé des réparations à l'Italie. D'autres paiements ne sont pas prévus. Des avocats italiens intentèrent une action devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils exigeaient des indemnisations pour les anciens combattants survivants et les familles des défunts. La Cour examina l'affaire pendant 3 ans. En 2011, elle rendit sa décision. L'Allemagne n'est pas tenue de verser des indemnisations individuelles. Les accords interétatiques sont considérés comme suffisants. Les anciens combattants étaient furieux. Nous avons travaillé comme des esclaves, on nous a affamés. Des dizaines de milliers sont morts, et l'Allemagne dit qu'elle n'est pas obligée de payer ? Mais juridiquement, l'Allemagne avait raison. Les accords avaient été signés. La Cour ne pouvait pas les annuler. En 2012, le gouvernement allemand proposa un compromis, un fonds de réconciliation. L'Allemagne alloua 10 millions d'euros à la création d'un fonds à la mémoire des internés italiens. L'argent servirait à ériger des monuments, à entretenir les cimetières, à financer des programmes éducatifs, mais pas à indemniser des individus. La partie italienne accepta, non pas parce que c'était juste, mais parce que c'était tout ce qu'elle pouvait obtenir. À cette époque, la plupart des anciens combattants étaient morts. Il n'en restait que quelques-uns. Pour eux, il était plus important que leur histoire soit racontée que de recevoir de l'argent. 2013. Le projet Dimenticati di Stato était devenu trop grand pour un seul homme. Roberto Zamboni, 56 ans, ne pouvait plus s'en sortir seul physiquement. La base de données contenait 25 000 noms. Le site recevait 50 000 visites par an. Roberto recevait des centaines de lettres par mois. Il travaillait 18 heures par jour. Ce n'était pas tenable. Roberto lança un appel à bénévoles. La réponse dépassa ses attentes. 120 personnes répondirent. Des historiens, des étudiants, des retraités, de simples passionnés. Roberto en sélectionna 25. Il créa une équipe. Il répartit les tâches. Certains travaillaient sur les archives, d'autres visitaient les cimetières, d'autres traitaient les demandes des familles, d'autres mettaient à jour le site. L'une des bénévoles était Chiara Bianchi, une étudiante en histoire de 23 ans de l'université de Bologne. Son arrière-grand-père était un interné, mort dans une mine de la Ruhr. « Je veux aider d'autres familles à retrouver leurs proches », disait-elle, « parce que notre famille sait ce que c'est que de ne pas savoir. » Chiara travaillait dans les archives allemandes. Elle trouva des listes de défunts italiens dans 3 villes de la Ruhr, 238 nouveaux noms qui n'étaient pas dans la base de Roberto. Ils furent ajoutés. La base passa à 25 238. Un autre bénévole, Marco Greco, un programmeur de Milan, refit entièrement le site. L'ancien site de Roberto était simple, peu pratique. Marco créa une interface moderne, une carte avec tous les cimetières, des filtres par région et par date, une galerie de photos de tombes, un forum pour que les familles puissent communiquer. Le site devint plus populaire. Le nombre de visites passa à 100 000 par an. L'équipe de bénévoles travaillait gratuitement. Ils consacraient leur temps, leur argent pour les déplacements.
Pourquoi ? Parce que c'est important, disait Marco. C'est notre histoire, l'histoire de nos grands-pères. Si nous ne la racontons pas, qui le fera ? 2018. La base de données du projet Dimenticati di Stato contenait 27 184 noms. C'était plus de la moitié de tous les Italiens morts en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Mais pas tous. Roberto estimait que le nombre total de morts était d'environ 45 000. Il restait près de 18 000 à retrouver. Mais ces 18 000 étaient les plus difficiles. C'étaient ceux enterrés dans des fosses communes sans documents, ceux dont les corps avaient été brûlés dans les crématoriums et les cendres dispersées, ceux qui étaient morts lors de bombardements et enterrés dans les ruines, ceux pour qui il n'y avait aucune trace. Roberto comprenait qu'il était impossible de tous les retrouver, mais il n'abandonnait pas. Chaque nouveau nom était une victoire. Chaque tombe retrouvée apportait la paix à une famille. En 2018, Roberto reçut une lettre d'une dame de 92 ans de Palerme. « Monsieur Zamboni, grâce à vous, j'ai retrouvé la tombe de mon frère. Pendant 74 ans, je ne savais pas où il était. Maintenant, je sais. Je ne peux pas venir, trop vieille, trop malade. Mais ma petite fille ira. Elle déposera des fleurs de ma part. Merci. Vous m'avez rendu mon frère. » Roberto pleurait en lisant de telles lettres. Il comprenait que son travail avait un sens. Il changeait la vie des gens. Il leur donnait des réponses, refermait des blessures qui saignaient depuis des décennies. Mai 2019, Hambourg, cimetière militaire italien. 74e anniversaire de la fin de la guerre. 150 personnes étaient rassemblées devant le monument. Des Italiens, des Allemands, des représentants des gouvernements. La cérémonie annuelle de commémoration. Roberto Zamboni prit la parole. Ici reposent 2312 Italiens. Chacun d'eux avait un nom, une famille, des rêves. Ils sont morts loin de chez eux, mais ils ne sont pas oubliés. Nous nous souvenons d'eux, et nous promettons, nous continuerons à chercher ceux qui n'ont pas encore été retrouvés. Tant que je vivrai, je chercherai. Après le discours, les gens déposèrent des fleurs, chacun sur sa tombe. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres se tenaient simplement en silence. Un deuil commun, une mémoire commune. Le maire de Hambourg prit la parole. L'Allemagne porte la responsabilité des souffrances de ces hommes. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons nous souvenir. Et nous promettons, ces tombes seront entretenues, ces noms seront préservés. C'est notre devoir. La cérémonie se termina par une minute de silence. 150 personnes se tenaient en silence au milieu des croix. Le vent bruissait dans les feuilles. Au loin, un oiseau chantait. La paix, le recueillement, la mémoire. 2020, pandémie de Covid-19. Les frontières sont fermées. Les gens ne peuvent pas voyager. Les familles italiennes ne peuvent pas visiter les tombes de leurs proches en Allemagne. Roberto réfléchit. Comment aider ? La solution ? Des visites virtuelles. Marco Greco, le programmeur bénévole, créa une application mobile. Elle s'appelle Dimenticati, la mémoire vivante. Dans l'application, une carte de tous les cimetières avec des tombes italiennes. On peut trouver une tombe spécifique, voir une photo, lire des informations sur la personne. On peut déposer des fleurs virtuelles, allumer une bougie virtuelle, écrire un commentaire. 50 000 personnes téléchargèrent l'application le premier mois. Les familles laissaient des commentaires sur les tombes de leurs proches. « Grand-père, nous nous souvenons de toi. Papa, nous viendrons bientôt. Oncle, repose en paix. » Sur certains cimetières, des codes QR furent installés. Le visiteur scanne le code sur une croix, une page s'ouvre avec des informations sur la personne. Biographie, photos, souvenirs de la famille. La technologie relie le passé au présent. Les morts retrouvent une voix. Mai 2020, Hambourg, 75e anniversaire de la fin de la guerre. 100 familles étaient réunies au cimetière. Roberto Zamboni, 63 ans, se tenait devant le monument. « Il y a 26 ans, j'ai commencé ce projet, dit-il. Je cherchais la tombe de mon oncle. Je l'ai trouvée. Mais j'ai compris que des milliers de familles cherchaient de la même manière, et j'ai décidé d'aider. 26 ans de travail, 27 000 noms retrouvés, des centaines de familles reconnaissantes. Ce fut un long chemin. Je vieillis. J'ai 63 ans. Je ne peux pas continuer éternellement. Mais le projet continuera, car il y a vous, les jeunes, énergiques, prêts à chercher encore. Je vous passe le relais. Continuez. Cherchez, trouvez, souvenez-vous.
45 000 Italiens reposent d'ici. Nous en avons retrouvé 27 000. Il en reste 18 000. C'est votre mission. Retrouvez-les. Donnez-leur un nom. Rendez la paix aux familles. Souvenez-vous d'eux. Applaudissements, larmes, étreintes. 100 familles remerciaient Roberto. Il avait changé leur vie. Il leur avait donné des réponses. Il leur avait rendu leur mémoire. Le projet Dimenticati di Stato continue. La base de données s'agrandit. Les familles trouvent. L'histoire n'est pas oubliée. Souvenez-vous d'eux.